Bonjour Laura et merci infiniment de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc en fait, cette interview, elle rentre dans le cadre de mon MBA en marketing digital et MCI que tu connais puisque on a eu la chance, nous étudiants, de te rencontrer et donc tu as déjà pu nous parler de ton livre et voilà, de l'intelligence artificielle. Et en fait, moi, donc j'ai eu le grand bonheur, le plaisir, j'ai pris vraiment un grand plaisir à lire ton livre. Et ça rejoint tout à fait la problématique de ma thèse, qui est en fait, pour te la présenter, c'est développer son esprit critique à l'ère de l'intelligence artificielle, comprendre et détourner les outils d'influence numérique. Donc forcément, tu abordes un grand nombre de points que j'évoque dans ma thèse et je serais vraiment enchantée d'avoir ton point de vue, tes remarques, et en faisant le lien avec donc ton livre euh, Fantasia. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. C'est doublement un plaisir déjà parce que j'ai découvert l'intelligence artificielle grâce à une thèse professionnelle aussi. Moi, ma D'accord. thèse était en management culturel. Elle portait sur la recommandation en littérature. C'est-à-dire, je m'interrogeais sur qu'est-ce qui fait qu'un livre va plaire à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu. Hier, Mm. c'était la fête des pères. Donc, on se demandait comment est-ce qu'on peut choisir un livre qui va plaire à quelqu'un, alors que si on offre un livre, bon, il vaut mieux que la personne ne l'ait pas encore lu et le découvre. Et donc, bien sûr, il existait des moyens déjà tout bêtement, demander aux gens qu'est-ce que vous voulez lire. Mais en général, la réponse quand on demande qu'est-ce que vous voulez lire, c'est je veux être surpris ou je ne sais pas. Et donc, l'intelligence artificielle, déjà à l'époque où je rédigeais la thèse professionnelle, c'est en 2017, pouvait apporter des réponses par comparaison. Parce que je voyais ce que faisaient Deezer et Spotify avec la musique en termes de recommandations. Je voyais ce que faisait Netflix, qui d'ailleurs était probablement, je pense, meilleur à l'époque parce qu'ils n'étaient pas encore producteurs, ils étaient surtout plateformes, donc ils ne cherchaient pas à survaloriser leur propre production, mais plutôt à comprendre quels étaient les goûts des gens. Et donc, l'approche de la donnée par pattern, plutôt qu'une approche très procédurale, algorithmique, s'appliquait bien à la recommandation littéraire. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, que je me suis tournée vers Google Agriculture, qui est une petite équipe au sein de Google qui a 8 millions d'œuvres et qui les organise par similarité visuelle pour certaines expériences. Et donc, pour moi, ça a été une grande inspiration pour la thèse professionnelle. Et sans cette thèse, je pense que j'aurais même pas découvert, en tout cas pas de façon aussi pratique et vécu l'intelligence artificielle que maintenant j'essaye de raconter, toujours avec cette approche pratique dans des contes et légendes, des récits courts, des brèves, des fables, de montrer, et je pense que ce qu'il est le plus important de montrer dans l'intelligence artificielle, c'est les données et c'est les IA analytiques, c'est-à-dire toutes ces IA qui vont faire de la recommandation, de la curation, de la sélection personnalisée, et qui donc vont avoir un rôle, évidemment des effets sur l'esprit critique, puisque c'est ces IA-là, le plus souvent invisibles, qui déterminent l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui optimisent les liens qui vont être en première page sur les moteurs de recherche, etc. Donc, c'est surtout celle-là que j'ai voulu montrer. Je m'intéresse un peu moins aux IA génératives parce qu'elles sont très impressionnantes, mais en général, on sait quand on les utilise. On ne sait pas toujours Oui. quand on est exposé à des productions d'IA génératives. C'est encore une énorme question, les deepfakes, les textes Mm. générés. Mais je pense que la modification d'images et de textes existait déjà bien avant l'intelligence artificielle. Là où elle est particulièrement dangereuse, c'est dans son rôle de catalyseur, lorsqu'elle va Mm. cibler ces fausses informations auprès des personnes qui y seraient le plus sensibles. Oui. Donc, c'est là qu'on se rejoint entièrement. C'est pour ça que ça me touche beaucoup d'intervenir aujourd'hui. C'est sur ce croisement entre à la fois les capacités fantastiques de l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui va plaire à quelqu'un et ses usages extrêmement dangereux parce que quand on sait ce qui va plaire à quelqu'un, on peut lui envoyer un message ciblé, publicitaire ou politique,
voire même plus dangereux. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que en fait, c'est beaucoup de petits récits, d'anecdotes, mais qui touchent quand même des sujets très profonds. Donc, tu l'abordes sans être non plus, comment dire, très, très pessimiste. Enfin, il y a, il y a, il y a, il y a une... C'est ça, j'essaye de ne pas juger, sans vraiment de jugement. montrer, de Oui, raconter oui. et de laisser le lecteur se faire son opinion. Donc, ton livre, Fantasia, donc il découlait directement de ta thèse? En fait, c'est surtout la thèse qui m'a fait découvrir l'intelligence artificielle, puisque je ne viens pas d'un milieu particulièrement scientifique. J'ai fait un bac S essentiellement parce qu'on me disait ça va t'ouvrir toutes les portes. Mais ce qui m'intéressait, c'était ces portes ouvertes, c'était la diversité des disciplines, c'était de pouvoir les croiser. Et la thèse professionnelle m'a permis de voir comment la technique pouvait aider à la recommandation littéraire. Et de façon générale, je m'intéresse beaucoup à tous ces domaines où la technique est nécessaire, mais pas suffisante. À la photographie, par exemple, où évidemment que c'est important de savoir voilà, qu'est-ce qu'un obturateur, comment fonctionne un appareil photo, toute la partie plus technique de la photographie. Mais si on fait que ça, on ne fait pas de la photographie. Même chose en médecine, dans tous ces domaines qui sont au croisement des disciplines et qu'on a un peu trop abordé en silo jusqu'à présent. Heureusement, c'est en train de changer. Et évidemment, ça concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça me semble même dangereux d'avoir une approche uniquement scientifique de l'IA, de se demander uniquement comment ça marche, qu'est-ce que ça peut faire, et d'en négliger les enjeux sociaux, éthiques, politiques. Évidemment que les grandes questions de comment développer son esprit critique, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit critique à l'heure des intelligences artificielles, ça fait entièrement partie du champ de l'IA aujourd'hui. Et c'est nécessaire de l'avoir à l'esprit lorsqu'on parle d'IA, de ne pas avoir que le comment, mais aussi le pourquoi, le comment on l'utilise, auprès de quel public, etc. Oui. Et tu évoques d'ailleurs très justement l'ère de post-vérité entre les fake news, les deepfakes. Est-ce que tu penses qu'on a encore les moyens en fait d'éduquer nos enfants? Parce que je suis maman de 3 enfants, donc particulièrement sensible sur ce sujet. Est-ce qu'il est encore temps pour éduquer nos enfants à développer leur esprit critique? C'est une très vaste question. Il faut vraiment s'entendre sur déjà ce qu'on appelle la post-vérité, qui est un terme très fourre-tout, mais qui fait part aussi de notre dénuement conceptuel. On ne sait pas comment appeler ces images qui sont vraisemblables, qui sont possibles, qui sont issues de statistiques, donc qui reflètent quelque chose du réel, mais qui n'ont pas existé. Quand on voit un visage généré par intelligence artificielle, par exemple, ça va être un visage qui n'a jamais existé, qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais... Pourtant, c'est quand même un visage authentique et possible. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans le livre, j'ai bien aimé, parce que je trouve ça intéressant, mais c'est pas une réponse en soi, mais souligner qu'en français, donc, on a un seul mot pour parler de la vérité. En russe, il va y avoir 2 mots. Il y a la pravda, qui est donc la concordance des choses avec les faits, concordance des idées avec le réel. Et puis, il y a istina, qui est plus la vérité intérieure, la vérité en fait à laquelle on veut croire. Quand on regarde dans Dostoïevski, il utilise beaucoup plus le mot istina que le mot pravda, qui évidemment est associé à Lénine. C'était le titre du journal du parti bolchevique. Et donc, le fait d'avoir 2 mots, ça dit aussi 2 conceptions de la vérité qu'on a peut-être moins dans un pays de culture très cartésienne comme la France. Et donc, la post-vérité, pour moi, et il y a plein de définitions et en plus plein de traductions. Parfois, on parle de véritude. C'est plus une ère dans laquelle on ne peut plus croire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, où les supports de légitimité changent. L'autorité, c'est plus quelqu'un qui a écrit un livre. C'est parce que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et donc, l'autorité au sens étymologique, c'est ce qui augmente.
donc ce qui augmente la crédibilité d'un discours, est en train de changer. Et je pense qu'il y a une limite à ça, et une limite énorme, c'est que de plus en plus des États s'emparent des mécanismes à la fois de création et de diffusion, de ciblage des fausses informations, pour entretenir, non pas une image forcément fausse, c'est plus tout à fait de la propagande, mais juste une méfiance généralisée envers les médias ou les institutions d'un pays. Et donc, l'esprit critique, aujourd'hui, ça peut, à mon avis, pas seulement être un esprit critique négatif, au sens de Descartes, de remettre en cause ce qu'on voit. Ça peut pas juste être de la méfiance, parce que ça finirait dans la paranoïa. Il faut que ça soit de savoir précisément en quoi est-ce qu'on a confiance, où est-ce qu'on arrête le doute pour retrouver des formes fiables d'autorité. Et il nous faudrait des IA qui contrôlent. Et moi, je ne suis pas sûre qu'une IA, ça soit l'autorité possible. Enfin, c'est possible. L'ennui, c'est que les IA, pour l'instant, sont souvent très opaques, de par à la fois le fonctionnement d'une IA qui cherche des logiques statistiques dans des bases de données qui sont trop imposantes pour que l'esprit humain puisse les considérer d'un coup d'œil. Donc cet effet boîte noire de l'IA, qui déjà, par sa conception même, les rend opaques. Et puis ensuite, parce que c'est des technologies qui demandent beaucoup de données, qui deviennent donc très coûteuses, qui se concentrent de plus en plus dans les mains des mêmes acteurs. Enfin, tout bêtement, pour en revenir aux fondamentaux, le fait d'avoir une curation, c'est-à-dire d'avoir une sélection du contenu en fonction de nos centres d'intérêt, c'est une très bonne chose. On ne peut pas avoir accès à l'ensemble de l'information du monde. Il faut qu'il y ait une sélection qui soit faite. Ça a toujours existé. Jusqu'à présent, c'était les grands titres de presse qui faisaient cette sélection. De plus en plus, ça va être les réseaux sociaux. Le principal ennui, c'est qu'on ne sait pas comment est faite cette sélection, et c'est qu'elle est faite par des acteurs qui ont un intérêt économique et qui sont de plus en plus concentrés. Et en plus, depuis quelques mois, depuis l'investiture de Trump, vont de plus en plus être dans une logique fascisante de contrôle du discours, ou en tout cas d'arrêt de la modération, d'arrêt des politiques d'équité, etc., et d'une vision de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et d'opinion complètement débridée, qui oublie que la liberté individuelle s'arrête là où commence celle d'autrui. Et donc, l'un des principaux problèmes, c'est pas la curation en soi, c'est le fait qu'elle soit faite par des plateformes comme Meta, le groupe Meta qui possède Facebook, WhatsApp, Instagram, qui tire 98% de ses revenus de la publicité, c'est-à-dire qui a un intérêt gigantesque. Leur chiffre d'affaires monte à 294 milliards de dollars l'année dernière, c'est plus que le PIB de l'Algérie. Et donc, il y a un intérêt commercial gigantesque à ce qu'on reste sur la plateforme, à ce qu'on produise plus de données, donc qu'on réagisse au discours. Et on sait bien que les posts qui font réagir, ce n'est pas les plus nuancés. Ceux qui font rester sur la plateforme, c'est ceux qui sont en lien avec ceux qu'on aime déjà, et donc qui vont, à force, nous enfermer, voilà, amplifier les bulles de filtre, amplifier les chambres d'écho et tous les problèmes qui y sont associés. Et tu évoques dans ton livre Cambridge Analytica, et je me suis penchée aussi sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu penses parce que nous, on a notre vision voilà, française, enfin, on a quand même été informés sur ce qu'il s'était passé. Je ne sais pas si dans le monde entier, tout le monde l'a été de la même façon, si les Américains... est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire aisément? Enfin, ce qui s'est passé avec le vol des données. Ça se reproduit toujours. Et même en pire et sous nos yeux en ce moment. Enfin, C'est vrai. Ah oui. C'était il y a 10 ans. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est un spin-off d'Harry Potter, qui ont complètement oublié, et ça je le vois aux conférences, que Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui a utilisé les données de millions d'utilisateurs de Facebook pour influencer
pour manipuler les élections du Brexit, la première élection de Trump, quelques autres, qui a été condamnée par le Congrès américain, qui a été interdite à l'export comme opération psychologique en Grande-Bretagne, qui s'est mise en faillite avant les condamnations, si bien que la grande majorité de ses employés, y compris Alexander Nix, le président, ont été réembauchés par Emerdata, une société qui est aussi financée par la famille Mercer et qui a les mêmes activités. Et aujourd'hui, c'est des États entiers qui vont avoir une stratégie de guerre de l'information, de guerre de l'attention pour essayer de cibler des personnes qui vont être plus poreuses, plus ouvertes à leur discours, ou même simplement pour amplifier la méfiance dans des pays ennemis ou qu'ils veulent garder sous contrôle. Donc c'est même encore plus grave que des sociétés privées qui cherchent à utiliser les données pour influencer l'opinion et donc les élections. C'est même maintenant carrément des pouvoirs publics, des États qui en font une arme de guerre. Oui, et ça, dans l'IA Act ou au niveau vraiment avec les régulateurs, ils n'ont pas pris justement en considération toute cette partie manipulation. Si, c'est l'un des... donc, l'AI Act est organisé en plusieurs niveaux de danger. C'est l'un des dangers. Seulement, comment est-ce qu'on va réguler avec une régulation européenne qui, en plus, arrive toujours a posteriori quand le mal est fait? Enfin, ça, c'est une critique qu'on peut adresser au droit de façon générale. Et comment est-ce qu'on peut agir contre des États qui, de toute façon, ne vont évidemment pas avouer avoir ces stratégies-là, qui vont parfois financer de façon opaque des groupes indépendants. Comment est-ce qu'on chiffre, comment est-ce qu'on retrace les réseaux d'influence? Et pour moi, c'est même au-delà de ça, comment est-ce qu'on guérit? Quel est le contrepoison à la désinformation? J'aime bien cette métaphore de l'épidémie parce que quelques années après le Covid, elle nous parle, de voir la désinformation comme une épidémie qui se passe aussi d'un contact à l'autre, qui se passe même d'autant mieux qu'elle se passe entre des personnes proches. Et parce que une personne va ajouter sa crédibilité à la fausse information qu'elle fait circuler et contre laquelle on n'a pas de remède, comme le Covid, comme la peste noire, on n'a pas de remède, mais on a des vaccins. Et comme tout vaccin, ce n'est pas entièrement efficace, mais enfin, c'est pas pour autant qu'il faut les rejeter, au contraire. Il faut continuer à vacciner contre la désinformation. Et ces vaccins, ça va être essentiellement de l'éducation aux médias et à l'intelligence artificielle. J'ai vu un exemple récemment à Strasbourg. Il y a un tiers-lieu qui s'appelle le Shadop, qui fait de l'éducation au numérique. Donc, dans ce tiers-lieu, il y avait des intervenants qui parlaient à des enfants et qui leur montraient des photographies entièrement générées par IA, mais qui avaient été générées dans le style de l'INA, des Archives nationales. Et donc, qui leur montraient des photographies de la cathédrale de Strasbourg, qui n'a qu'une seule tour, elle a été construite sur une nappe phréatique, mais ils avaient généré des images de la cathédrale de Strasbourg en noir et blanc avec 2 tours, donc de fausses images, d'une deuxième tour qui n'a jamais existé. Ils l'ont montré à des enfants qui savent que la cathédrale n'a qu'une tour, qui l'ont vue, qui ont grandi à l'ombre de la cathédrale, qui savent. Eh bien, plutôt que de dire c'est des images qui ont été générées, le premier réflexe des enfants, ça a été de chercher à réconcilier ce qu'ils avaient sous les yeux, qui paraissait vrai, avec ce qui aurait pu l'être. Et donc, ils ont commencé à dire peut-être que la deuxième tour est tombée dans un bombardement allemand. C'est vrai, j'ai entendu qu'il y avait eu une guerre avec les Allemands, il y avait eu des canons, bref, ils cherchaient à réconcilier ce qu'ils avaient sous les yeux parce qu'une image, ça s'impose.
dans l'esprit avec ce qu'ils pensaient possible. Et on a tous ce réflexe-là. Bon, là, c'était particulièrement visible. Et quand il s'agit d'enfants, c'est-à-dire d'informations qu'ils vont retenir et avec lesquelles ils vont grandir, c'est d'autant plus inquiétant, évidemment. Oui. Mais on a tous ce réflexe-là. C'est pour ça que juste l'éducation aux médias ne suffit pas. Il faut aussi une éducation à ce qu'est l'intelligence artificielle, à ce qu'elle peut faire, à comment elle fait circuler l'information, être conscient que les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, permettent des connexions qu'on n'aurait pas autrement, mais sont gérés par des groupes qui ont un intérêt économique à ce qu'on reste dessus et à ce qu'on produise de la donnée. Il faut sensibiliser au fait que nos données, bien sûr, à l'échelle individuelle, elles ont payé une immense valeur. Moi aussi, j'utilise Google Maps parce que c'est pratique et que j'ai aucun sens de l'orientation, mais je sais que je fournis des données de géolocalisation. Donc, à titre individuel, elles ont payé une énorme valeur et en général, on est prêt à être le produit si c'est pour utiliser des produits gratuits. Par contre, à l'échelle collective, elles ont une valeur phénoménale qui aujourd'hui dépasse le PIB de certains États, ce qui donne aussi un rôle politique aux GAFAM, aux géants de la donnée. Et ça, il faut à minima en être conscient. Et j'aurais envie d'aller plus loin et dire, voilà, pour l'instant, il n'y a aucune union entre tous les producteurs de données. J'ai une interprétation assez marxiste de la chose, de voir qu'on est devenus tous des prolétaires de la donnée, c'est-à-dire qu'on produit de la valeur sans posséder l'outil de production, sans posséder les plateformes qui vont croiser ces données et leur donner leur valeur, et sans même avoir la compréhension de cet outil de production. Et tout ça sans la moindre union, j'aurais envie de dire prolétaires de tous les pays, prolétaires de la donnée, unissez-vous. Sans pour l'instant qu'il y ait, au contraire, il y a vraiment une atomisation de tous ces producteurs de données. Je sais très bien que ce que je vois sur mon compte LinkedIn ou heureusement je n'ai plus Facebook, mais sur mon fil d'actualité, ne va en rien ressembler à ce que voit un adolescent indien à New Delhi ou à ce que voit un retraité américain dans le Nevada. Ou peu importe, ou même des gens beaucoup plus proches géographiquement ou plus proches en âge, chacun va avoir un fil d'actualité différent. C'est le propre de l'intelligence artificielle de pouvoir personnaliser le contenu. Bien utilisé, ça a un potentiel fantastique. En général, on est plutôt content que la publicité soit ciblée. Utilisé à mauvais escient, utilisé pour répandre de fausses informations, on en revient au même problème. C'est évidemment très dangereux. Mais donc, pour répondre sur qu'est-ce que l'esprit critique aujourd'hui, ça ne peut pas juste être un esprit critique passif de la remise en cause, parce que ça mènerait à la paranoïa. Ça doit être un esprit critique actif de chercher à comprendre cet outil de production, chercher à comprendre quelles sont les données qu'on partage, à quoi est-ce qu'elles servent, comprendre les possibilités, le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc, pas juste une éducation aux médias, mais aussi une éducation à l'IA. Tout à fait. Et alors, j'ai une petite dernière question sur le titre de ton livre, Fantasia. Tu l'as appelé ainsi en référence à l'univers de Disney avec quand Mickey n'arrive plus à comment dire, avec toutes ses potions magiques, il est complètement dépassé, débordé. Ça a un lien ou c'était autre chose? Oui, il y a un clin d'œil, bien sûr, à l'apprenti sorcier. Donc, quand Disney dessine l'apprenti sorcier dans Fantasia 2000, avec Mickey Mouse, il s'inspire d'une musique le compositeur m'échappe. Le livret a été écrit par Goethe et c'est aussi une manière de rendre accessible, avec Mickey au chapeau de sorcier, des histoires éternelles, enfin des histoires du genre humain. L'apprenti sorcier, on peut tous s'y reconnaître, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire avec Fantasia, rester exigeant sur le fond. C'est des sujets complexes et techniques, les sujets d'intelligence artificielle, mais faire les hippopotames en tutu et les souris en chapeau de sorcier qui le rendent accessible. Donc oui, il y a un clin d'œil à Fantasia. Mais peut-être que vous avez vu l'autre référence aussi.
c'est moins connu. Mais au Maghreb, les fantasias, c'est une tradition de grottes chevauchées, sabre au clair, Ah ou oui. alors où les gens vont tirer en l'air dans des grottes de démonstration quelque part entre la caravane et la danse. Enfin, c'est très impressionnant. Et comme l'intelligence artificielle, c'est à la fois fascinant, c'est coloré, c'est bruyant, c'est violent, c'est fascinant et c'est effrayant. Et ces deux aspects, pour moi, sont indissociables de l'IA, où je reste émerveillée par tout ce que ça change, tout ce que ça permet, tout en étant très inquiète, évidemment, de ces développements, de ces usages. Et je pense que ces deux faces sont indissociables dans l'IA. Donc, c'est aussi, bon, c'est plus léger, mais j'ai aussi essayé d'exprimer ça par le titre. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup, Laura. C'est un immense plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Et puis, c'est tellement clair et limpide. Enfin, bon, forcément, ça pose plein de questions. Mais un immense merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je peux juste conclure sur les messages clés. Déjà, l'IA, Oui. évidemment, c'est pas que l'IA générative, c'est aussi les Non. IA analytiques. Mais c'est celle-là que j'ai voulu montrer parce que elles sont plus souvent invisibles alors qu'elles ont un impact sur notre quotidien. Et donc, l'esprit critique à développer face à ça peut plus se contenter d'être un esprit critique passif du doute, parce que répandre le doute, c'est aussi faire le jeu de ceux qui utilisent l'IA pour mener à l'abstention, et donc influer sur des élections, en particulier quand c'est des élections où il n'y a que deux possibilités, comme le Brexit, où on vote oui ou non, ou l'élection américaine où on vote démocrate ou républicain, puisque s'abstenir pour un parti, quelque part, c'est donner plus de chance à l'autre. Et donc, on ne peut pas se contenter de répandre le doute. Il faut aussi un esprit critique plus actif qui cherche à comprendre comment fonctionnent les plateformes, comment fonctionne l'intelligence artificielle, avec quelles données, ce qu'elles sont. Et donc, ça, c'est un travail de veille permanent, de compréhension. Moi, j'ai essayé déjà de les raconter. Je sais que c'est insuffisant, enfin, c'est un début. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Laura. Non, c'est un immense plaisir et je n'hésiterai pas à recommander donc ton livre qui est formidable et qui approche l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu flou. Ah, le jaune sur jaune, ça ne va. Ah, la reconnaissance d'image. Ouais, exactement. Fantasia. Et Fantasia. en tout cas, c'est Contes et légendes de l'intelligence artificielle. Contes et légendes de l'intelligence artificielle. Un grand merci Laura. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne Merci journée. beaucoup.